comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, Ottawa, l'Australie et la Nouvelle-Zélande réclament de manière commune un cessez-le-feu à Gaza. Les évictions forcées au Québec ont explosé de 132 % en moins d'un an. Un meurtrier est épinglé après 30 ans dans le meurtre de la jeune Marie-Chantal Desjardins. Et Volodymyr Zelensky est à Washington pour tenter d'obtenir une enveloppe du Congrès. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Retournement de situation aujourd'hui dans la posture du Canada, mais aussi de ses alliés dans tout ce qui concerne le cessez-le-feu, pause humanitaire, trêve humanitaire. Beaucoup de termes là, depuis l'attaque du 7 octobre dernier sur Israël qui a déclenché des représailles de la part de l'État hébreu. Et là, pour la première fois aujourd'hui, pour la première fois du moins depuis le 7 octobre dernier, Justin Trudeau a employé le terme cessez-le-feu, rejoint par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est les premiers ministres de ces trois pays, donc M. Trudeau, son homologue Anthony Albanese de l'Australie, Christopher Luxon de la Nouvelle-Zélande, là, qui disent oui, reconnaître le droit d'Israël à exister, le droit à se défendre aussi, mais aussi de le faire dans le respect du droit humanitaire international. Et donc demande un cessez-le-feu bilatéral, le Hamas qui doit déposer ses armes aussi, tout comme Israël, pour tenter d'obtenir une solution. Et demande que dans la nouvelle solution, le Hamas soit pas du tout dans tout ce qui est gouvernement palestinien. Là. Voilà, soit complètement exclu de la gouverne de la bande de Gaza ou de la Cisjordanie. Oui. Que le Hamas soit laissé en dehors de ça. Ben, on sentait la position du Canada quand même évoluer progressivement. Puis tout ça suivait, bien sûr, vendredi dernier, comme dans ces changements de position, le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est assis pour tenter de voter justement sur un cessez-le-feu. Et c'est les États-Unis, finalement, qui ont appliqué leur droit de veto pour que ça ne passe pas. Ouais. Puis là, je pense que le Canada voulait pas être seul, donc on s'est trouvé deux alliés pour en faire une position commune. Trois pays qui sont des alliés quand même naturels du Commonwealth. Oui, puis qui font partie, entre autres, du groupe des Five Eyes, l'alliance sécuritaire dans laquelle se trouvent aussi les États-Unis et le Royaume-Uni. Ouais. Bon, dans le cas des États-Unis, on sent quand même que Joe Biden n'est pas loin derrière. Là. Il est tellement un allié fort d'Israël qu'il veut pas... il reste un pas derrière, mais aujourd'hui, il a quand même commenté. Donc, je sais pas. Je pense que le Canada a vu évoluer sa position. Ça avait demandé une trêve reconnaissant le droit d'Israël de se défendre. Moi, je pense quand même que il manque une affaire dans la position du Canada, de l'Australie. C'est l'idée que de désarmer le Hamas, c'est une chose qui participe pas à la gouvernance pour la suite des choses, mais l'idée que de désarmer, que le Hamas a fait assez de merde là, pour que le désarmer est un objectif, pas juste d'Israël, c'est un objectif de l'humanité. Et donc, on ne le fera plus. Cette opération de désarmement ne doit plus se faire par des bombardements ou des frappes d'Israël qui font des dommages collatéraux, qui entraînent des morts et des blessés parmi les civils. Mais que dans un cessez-le-feu, il faudrait que du côté de la bande de Gaza, du côté du Hamas, on accepte que le désarmement va se compléter vers une force internationale. Oui, qui était une idée qui avait déjà été flottée, entre autres, par le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui d'ailleurs est revenu à la charge avec ça aujourd'hui en critiquant une fois de plus qu'il n'y ait pas cette inclusion d'une force militaire internationale de paix déployée sur le terrain pour aller superviser tout ça. Parce que reste que s'il n'y a pas d'intervention, puis on fait juste réclamer qu'il y ait un cessez-le-feu complet total des deux parties, c'est sûr qu'on est quand même loin d'une solution après ça, puis d'une intervention. Il reste que tu es dans une situation qui est asymétrique. Parce que d'un côté, tu vas demander à Israël, étant donné que c'est un gouvernement organisé avec une armée structurée, eux, s'il y a un cessez-le-feu, il y a un cessez-le-feu, tu peux pas le dire. Ah ben là, on a tiré 5-6 missiles, mais c'est un soldat qui a fait à sa tête, qui a fait à sa guise. Alors que du côté du Hamas, tu vas pas arrêter, tu vas encore lancer des bombes, tu vas encore lancer des missiles, puis à chaque fois, tu vas avoir la défense de dire, ah ben là, nous autres, là, c'est un groupe désorganisé, déstructuré. Alors, raison de plus pour avoir une force internationale qui assure un véritable maintien de la paix, puis la poursuite du désarmement du Hamas, parce que sinon, comme t'as pas d'autorité constituée, pour le meilleur et pour le pire, t'as pas de... Ça permet, quand je dis le meilleur, ça permet du côté du Hamas à continuer de tirer des missiles, continuer de mener des attaques en disant, ben nous, là,
Écoute, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de commandement structuré, chacun fait ce qu'il veut, des petits sous-groupes là, partent une initiative, on peut pas les empêcher, et ça, on veut pas ça, là, parce que ça va repartir la guerre. Oui, en même temps, de demander au Hamas de se désarmer, ou du moins là, de faire intervenir des gens pour les désarmer, ça reviendra un peu au même, par contre. Il risque de refuser catégoriquement puis de continuer à se cacher derrière les boucliers humains qui représentent Gaza. Si le Hamas veut la continuation de la guerre, à un moment donné, c'est ça. Là, tu peux pas avoir un cessez-le-feu juste d'un côté. Tu peux pas demander à Israël, ben là, vous arrêtez de tirer, mais préparez-vous, là, les missiles du Hamas s'en viennent. Les autres vont continuer. Ce sera jamais accepté. Là. Donc, ce sera une situation, bien sûr, à suivre. Puis, comme tu l'as dit, on y reviendra, mais le président Joe Biden, qui lui aussi là, semble être en train de changer de ton là, par rapport au régime israélien. On a parlé beaucoup de la première cause de l'itinérance dans les dernières années qui est devenue là, ces évictions en dehors des différents logements au Québec. Et là, c'est le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, le RCLALQ, qui a fait un regroupement de toutes les statistiques d'évictions sur lesquelles ils ont pu mettre la main. Là, parce que c'est un problème dans lequel, malheureusement, on a des grandes majorités de locataires qui ne vont pas rapporter des événements comme ceux-là ou qui connaissent encore mal leurs droits, qui vont pas en parler. Donc, eux estiment que c'est seulement la pointe de l'iceberg, mais on a quand même des évictions forcées qui ont explosé de 132% seulement cette année. Là. On avait 1525 évictions forcées en 2022. C'est passé à 3531 en 2023. Et là, on parle C'était à peine une centaine il y a 2 ou 3 ans. Mais les chiffres sont tellement en augmentation que je pense qu'il y a 2 phénomènes. Là. Oui, il y a un manque de logement qui fait qu'il y a une pression sur les logements. Mais je pense aussi que les gens, on a tellement médiatisé ces phénomènes de rénoviction ou d'éviction illégale que je pense que les lois sont beaucoup plus connues et qu'il y a moins... Tu sais ce que tu décrivais, là, il y a des gens qui portent pas plainte, il y en a moins. Là. Les gens, quand leur propriétaire leur arrive avec telle situation, il faudrait que tu sortes puis je vais faire des rénovations. Je pense qu'il y a beaucoup plus de locataires qui disent « Attends un peu, là, j'ai des droits, vont vérifier leurs affaires, vont... » Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Oui, puis du côté du regroupement, on identifie même aussi une troisième raison qui pourrait encore plus empirer, c'est celle de la hausse des taux d'intérêt qui font en sorte qu'il y a des propriétaires qui, pour augmenter leur revenu locatif par rapport à ces taxes-là, ils sont obligés d'avoir recours à des évictions forcées, ou du moins, ils vont être avoir beaucoup plus d'initiatives de le faire. Là. Donc, à ce moment-ci... Parce que les loyers, c'est ça, les loyers gelés ne couvrent plus leur hypothèque. Là. Voilà, donc, vont faire des rénovictions, vont trouver toutes sortes de prétextes pour être capables de sortir le locataire, mais parfois, c'est les propriétaires eux-mêmes là, qui se retrouvent pris à la gorge. Et là, ça a augmenté là, entre 2020 et 2023, puis en 2020, c'était 597 cas qu'on recensait, mais ça a augmenté en tout et partout de 492% là, d'augmentation sur ces années-là. Et c'est à Montréal, sans grande surprise, où c'est le plus massif. Là. On parle d'augmentation de 143% en 2022 et 2023. Et c'est suivi, sans autre surprise, mais les régions qui sont très près de Montréal, là. Mais c'est partout en région où il y a des augmentations. On parle entre autres de Lanaudière, Montérégie, Laurentides, où on a des taux là, qui augmentent là, en haut du 100% durant la dernière année. Donc, des statistiques qui viennent quand même mettre en lumière un problème qu'on connaissait déjà, Mario. Là, c'est pas une surprise qui tombe aujourd'hui. Mais c'est quand même un portrait de la situation qui semble assez dramatique. C'est pas compliqué, c'est le résultat du manque de logement. Là. Pour beaucoup. Tu sais, la première pression sur tout ça, c'est il manque de logement. Donc, les gens se disent, je pourrais louer plus cher. Comment je m'y prends pour sortir un locataire qui a, parce qu'il est là depuis longtemps, il y a un loyer trop bas, il y a un loyer qui est hors marché parce qu'il est là depuis longtemps. Fait que, c'est les gens, on peut dire, ouais, mais là, il faudrait que les lois soient plus sévères encore. Mais plus tu rends les lois sévères, plus personne va vouloir construire, personne va vouloir bâtir des logements. Fait que t'es dans un cercle vicieux où, à un moment donné, il faut que tu acceptes que si tu veux calmer toute cette pression folle sur les prix, sur les évictions, faut qu'il y ait des logements, faut qu'il y ait de la disponibilité de logements. C'est ça qui calme le jeu. Là. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
La ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, réagit aujourd'hui à tout ce dossier entourant la direction de CBC Radio-Canada. On se souviendra, dans les dernières semaines, on a annoncé là, des coupures importantes qui vont survenir au sein du groupe de Radio-Canada et de la CBC. On a menacé de coupures. On n'a pas annoncé des coupures, c'est comme à TVA, les gens ont reçu leur lettre. Oui, c'est encore pire, oui. On a annoncé une intention, on a menacé de coupures. Il n'y a personne, il n'y a aucun employé pour l'instant qui a reçu une lettre disant ton poste est coupé. Oui, c'est parce un que peu là, il y Damoclès. a encore des discussions à Ottawa. On dit, ouais, mais là, on pourrait revoir les budgets, puis tout ça. Fait que tu dis, OK, fait que dans le fond, s'il y avait leur budget, ou tu sais, alors peut-être que là, il y a des coupures qui n'auraient pas lieu. Oui, puis tout ça suivi après ça, une entrevue qui a été diffusée, là, d'ailleurs, où on retrouve Catherine Tay, qui est la grande patronne de CBC Radio-Canada, qui disait pas être fixée encore à savoir s'il allait avoir des bonus distribués au haut cadre de Radio-Canada. Des bonus qui s'élèvent. Pour la fin de l'année, pour Noël. Oui, des bonus qui s'élèvent à des millions de dollars, Mario, là, ni plus ni moins, au sein de la haute direction. Et c'est Pascale Saint-Onge, donc, qui réagissait aujourd'hui, là, alors qu'elle entrait au Conseil des ministres et que ses commentaires ont été captés par la presse qui était présente sur place. Et elle a dit a commenté, entre autres, le voyage qui est en train d'entreprendre Mme Tay en ce moment. Présentement, là, elle est arrivée, à l'heure précise où on se parle, elle est arrivée en Australie, Mme Tate, pour participer un congrès, parce qu'elle est présidente des médias publics internationaux. Là. Le groupe de travail mondial pour les médias publics, effectivement, est invité par l'Australian Broadcasting Corporation à se rendre là-bas. Faut préciser quand même, là, tous les frais sont assumé par la Australian Broadcasting Corporation. Elle a pris, elle, un congé à ses frais sur place pour s'adonner à toutes sortes d'activités, justement, qui ne seraient pas comptabilisées. Mais les termes de Mme Saint-Onge là-dessus, c'est que c'est pas le moment opportun. Le moment n'est pas opportun pour se rendre là-bas. Parce qu'elle dit l'organisation s'est faite brasser. Il reste que ces menaces de coupure de poste, ça crée beaucoup d'instabilité à l'interne. Alors la ministre avait l'air à trouver que c'était un drôle de moment pour la direction de partir sur un long terme, là, de partir à l'autre bout du monde pour plusieurs jours, pour une couple de semaines, quand c'est le désarroi et l'inquiétude dans la boîte. Oui, mais... Tu mets, comme on dit, tu mets le feu puis tu te sauves. Là. Exactement, et on a encore la question des boniers au cadre de l'entreprise. Mme Saint-Onge a commenté là-dessus aussi en disant que la direction devrait vraiment considérer l'impact de leurs décisions. On s'entend que c'est des mots qui veulent pas dire grand-chose, Mario, mais quand même, quand on lit entre les lignes, Mme Saint-Onge n'avait pas vraiment le choix de monter ne serait-ce qu'un peu le ton envers Radio-Canada. Il y a des journées, je me demande si ces jours sont pas comptés, Mme Tate, là. Tu sais que même D'abord, avec Pierre Poilievre, si Pierre Poilievre est élu, ses jours sont plus que comptés, là, c'est fini pour elle le lendemain. Mais même avec le gouvernement libéral, je sais pas jusqu'à quel point ils sont satisfaits, mettons, de la dernière année, des dernières semaines. Puis de ces dernières sorties médiatiques aussi qui, veut pas, viennent mettre le gouvernement dans l'embarras, alors où on négocie toujours là, ce fonds indépendant de 100 millions qui va être organisé avec l'argent de Google. Donc, mais ça aussi, là, s'il y avait de l'argent de Google donné à Radio-Canada, là, peut-être les coupures, on n'aurait pas besoin d'en faire autant. C'est pour ça que je te dis que ça a tellement l'air bien plus d'une grosse position de négociation que d'une véritable série de mise à pied forcée par la situation financière. Une bonne nouvelle est annoncée aujourd'hui par la Sûreté du Québec qui aurait potentiellement résolu un meurtre qui date d'il y a près de 30 ans dans les Laurentides. Meurtre commis sur Marie-Chantal Desjardins, une enfant de 10 ans, en juillet 1994 à Rosemère. Une jeune fille qui avait été assassinée, se rendait chez une amie, avait complètement disparu, n'était jamais rentrée chez elle. On avait retrouvé son vélo, je m'en souviens, son vélo jaune, le fameux vélo jaune. Exactement, elle avait été retrouvée dans un boisé et on avait rapidement compris qu'elle a été assassinée, des marques autour de son cou qui tenaient à montrer une strangulation, là, donc aurait été non seulement étranglée, mais potentiellement agressée sexuellement également, là, selon les blessures qu'on a retrouvées sur son corps. Et c'est des années et des années et des années, donc près de 30 ans maintenant, plus tard. Et grâce à la science, il faut le dire, là. Qu'on est en train de résoudre tout ça grâce à la science, tout à fait. Comme c'est le cas pour beaucoup de cold cases. Hein, Mario, on va dire également, là, ces fameux dossiers froids dans lesquels on est incapable de trouver un meurtrier ou l'auteur d'un crime. Il semble-t-il qu'avec il y a des équipes là, qui les rouvrent un après l'autre à la lumière des nouvelles sciences, des nouvelles possibilités scientifiques, je devrais dire, l'ADN, puis on
visite le dossier, on se repose la question, est-ce qu'il y a des nouvelles pistes qu'on pourrait suivre avec les moyens d'aujourd'hui? Puis des fois, la réponse, c'est oui. Oui, parce que dans plusieurs dossiers, on n'a pas jeté encore là, les pièces à conviction qui sont qui sont récoltées dans le cadre d'une enquête. Et donc, que ce soit des vêtements, que ce soit des morceaux de cheveux, que ce soit peu importe ce qu'on retrouve sur place, bien, parfois, on est capable de l'identifier grâce à l'ADN. Et c'est exactement ce qui a trahi le potentiel tueur dans ce dossier-là. Réal Courtemanche, qui est accusé de meurtre prémédité, qui a même comparu aujourd'hui devant la Cour supérieure. Il a plaidé non coupable. Il est aujourd'hui à 61 ans, mais c'est un homme, faut comprendre, qui a un dossier criminel absolument garni. Là. Dans le genre d'événement. Oui. Lui qui purge déjà une peine de prison. Un événement survenu à Princeville en 2011, dans lequel, encore une fois, modus operandi similaire. Il est allé dans la voiture d'une victime, d'une femme, tenter de l'enlever, la séquestrer, le menacer de mort avec un couteau, l'amener dans un boisé. La victime qui aurait réussi à s'échapper. Et là, il était déclaré délinquant dangereux à contrôler. Ce qui fait en sorte que pour un délinquant dangereux, mais une remise en liberté, c'est beaucoup plus difficile. Il a demandé d'être libéré d'ailleurs en 2021 et on lui a refusé. Il faut comprendre qu'une autre condamnation comme celle-là de meurtre, mais le gardera en dedans. Non, là, ça serait fini. Encore plus longtemps. Il cumule 80 condamnations sur une période d'à peu près 30 ans. Mais c'est comme... je dis pas que l'enquête n'a pas été faite à l'époque. Ils avaient peut-être pas les moyens. Là. Mais tu sais, ça démontre l'importance des coincés, là, d'enquêter. Tu sais, s'il avait été arrêté à ce moment-là, toutes les autres victimes qu'on aurait évitées, 80 dossiers, là, je sais pas sur combien de 80 victimes. condamnations. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas nécessairement 80 victimes. Il peut y avoir plusieurs chefs d'accusation sur la même victime. Mais quand même, toutes ces victimes qu'on aurait évitées par la suite, c'est ça. Et c'est l'importance. Je trouvais que c'est ce que aujourd'hui tu voyais cette nouvelle-là. Puis bon, on se dit aujourd'hui, tant mieux. Ça résout. C'est fou parce que on dirait que c'est comme... J'envoyais la photo, on dirait que c'est comme un enfant figé dans le temps. Aujourd'hui, elle aurait 40 ans. Tu sais, cette femme-là, elle aurait 40 ans, elle aurait une carrière, elle aurait peut-être elle-même 2-3 enfants. Mais pour la famille, qui sont aujourd'hui des gens plus âgés, puis ça probablement que ça leur apporte enfin une réponse. Mais ça nous rappelle à tous, tous ces dossiers-là, il faut les attraper. Il y en a presque pas qui récidivent pas. Presque pas. Là. Une fois qu'ils l'ont commis, une fois qu'ils y ont goûté, une fois qu'ils l'ont fait. Puis une fois qu'ils se rendent compte qu'ils se font pas pogner pour ça. Exact. Puis là, tu vois, c'est à Princeville, je pense que c'est à Victoriaville qui a été arrêté, mais c'est à Princeville. Fait qu'à l'autre bout, pas à l'autre bout du Québec, mais à 250 km de là, tu sais, il est allé refaire une autre victime. Non, il faut pas ménager les efforts pour les arrêter. Tout savoir en 24 minutes. On a parlé beaucoup de vols de voitures. Fléau au Québec dans la dernière année. On le sait, ça a explosé. Entre janvier et novembre 2023, c'est 13 900 vols de voitures qui ont été répertoriés au Québec. Grande majorité à Montréal. Et sincèrement, c'est au point où ça tourne au ridicule. Ça, c'est une affaire qui... Mais ça tourne au ridicule, surtout quand on a des cas comme ceux-là qui sont rapportés par nos collègues du bureau d'enquête. Quand on a des personnes en position d'autorité, en l'occurrence, cette fois-ci, une ministre, Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la francophonie, qui s'est pas fait voler son véhicule à elle, mais bien sa limousine de fonction. Là. Ce qu'on appelle les limousines là, des ministres, là, la fameuse voiture. Ouais, qui sont pas du tout des limousines, il y a toute une série de voitures admissibles. C'est un Toyota Highlander 2022 dans ce cas-ci, mais on apprend qu'il a été volé la semaine dernière, le 5 décembre dernier, alors que la ministre, elle, n'était pas là dans ses fonctions, que c'était plutôt le chauffeur, là, qui agit un peu comme garde du corps, qui était en possession du véhicule et qui a signalé donc le vol à la police de Québec. Il a été retracé le lendemain, il était déjà rendu dans la région de Montréal. Là. On l'avait déjà déplacé pour l'amener, on peut deviner, vers le port de Montréal, endroit où transitent la plupart de ces véhicules qui sont volés. Et il y a 2 jeunes hommes qui sont dans la mire des policiers. Malgré l'œil vigilant des services frontaliers canadiens. Ouais, c'est un autre dossier, Mario, c'est le coup d'œil vigilant, mais c'est un autre cas qui vient s'ajouter aux autres dossiers là, médiatisés de vol de voiture. Là, pour en rappeler rapidement, le 30 août dernier, c'était la voiture de fonction, là, un véhicule de police du chef de la police de Longueuil, Patrick Bélanger, qui a été volé avec son badge, avec son portefeuille à l'intérieur. Là. Avant ça, il y avait eu la mairesse de Montréal. Il y avait eu la mairesse de Montréal. Il y a eu un véhicule banalisé de la Sûreté du Québec aussi, qui a été volé à la mi-août. On parle quand même, tu sais, les Suburban noirs, là, les gros Chevrolet, ça vaut au-dessus de 100 000 $, là, cette histoire-là. Ça avait été volé également. On n'a pas retrouvé ce véhicule-là. Puis, finalement,
Ben, ce fameux vol qui a dégénéré à Saint-Eustache en octobre, là, l'attaque à la machette, Mario, on s'en souviendra, là, vidéo complètement folle dans laquelle des hommes essayent d'empêcher des voleurs à coups de machinerie lourde de venir dérober tout ça. 2 hommes sont piqués à coups de machette par un des voleurs. Non, c'est des dossiers comme ça qui se sont multipliés. Puis quand on a comme ça, là, ben, le véhicule de fonction de Mme Biron... Mais là, elle l'a retrouvée, elle. Pour elle, ça a été retrouvé, mais ça illustre encore une fois à quel point... Il doit avoir quand même, dans un véhicule de fonction de ministre, il doit avoir quelques petites puces, là, ils le diront jamais, là. Non. Mais il doit avoir quelques petits moyens de le localiser, d'après moi. C'est pas un... Ouais, mais pour les voleurs, c'est pas un bon choix, là. Le problème, c'est qu'on s'est banalisé comme véhicule, donc les voleurs avaient probablement même pas idée qu'ils étaient en train de voler la voiture de fonction d'un ministre. Dans tous les cas, je pense que c'est quand même un moyen d'attirer la chaleur sur soi quand on est un bandit. Économie. Avis aux amateurs de sirop d'érable, la production de sirop au Québec, dans le reste du Canada, a chuté drastiquement cette année alors qu'on a les chiffres qui viennent de tomber. Au Québec, là, c'est 41,3% de moins de production de sirop d'érable en 2023 par rapport à 2022. Et c'est le Québec, dans le Canada, qui est la province qui produit le plus de ce fameux liquide ambré. Et là, c'est 9,4 millions de gallons qu'on a réussi à produire cette année. Mais le gros du blâme, on le jette sur cette fameuse-là tempête de verglas qui est survenue en début d'année. Hein. Déjà, c'est loin, mais au printemps, tempête de verglas qui a cassé des branches d'arbres et des branches d'arbres et des branches d'arbres. On comprend que c'est venu affecter beaucoup les érables ici du Québec qui produisent donc l'eau d'érable nécessaire à la production de sirop. Donc, on a eu une mauvaise année. Ouais, heureusement. Mais l'impact risque d'être là sur les prix. C'est surtout à ça que je pense. Mais c'est quand même un gros revirement de situation parce qu'il y a quelques années, pas si longtemps tant que ça, c'était le problème du sirop d'érable, c'est le problème des surplus. Même certains se moquaient là, de cet entrepôt, je pense, dans le centre du Québec, c'était Plessisville, mais cet entrepôt où on avait des barils et des barils. La réserve nationale. Qui s'accumulaient. Oui, notre réserve nationale, des barils qui s'accumulaient. Mais là, je pense qu'on a encore une certaine réserve, mais on n'est plus du tout dans le même genre de scénario. Là, on est dans un scénario où, compte tenu de moins de produits disponibles, les prix risquent d'augmenter. Le Monde. Dans les affaires internationales à Washington, c'était une grosse journée, entre autres, sur le front de la guerre en Ukraine. Parce que, veut pas, même si l'attention a été détournée internationalement vers ce qui se passe dans la bande de Gaza, la guerre continue de faire rage sur le sol ukrainien, alors qu'on a eu un rapport déclassifié présenté au Congrès, le rapport des renseignements américains, qui fait état de pertes, là, selon eux, massives dans le camp des Russes, 315 000 soldats russes qui auraient été blessés ou tués depuis le début de l'invasion. Par contre, depuis quelques semaines, les nouvelles internationales sont plus à l'effet que c'est la Russie qui gagne un peu de terrain. Oui, parce que la Russie a tourné son économie vers l'effort de guerre. Là, des choses qu'on voyait avant là, dans des grands conflits là, comme la Deuxième Guerre mondiale où un pays là, peut virer l'économie au complet juste pour produire de l'armement, du matériel nécessaire à gagner l'effort. Comme ça, la Russie est en train de tourner son économie vers tout ça. Ce qui fait en sorte... Poutine n'a pas eu trop de misère avec les partis d'opposition là, pour changer l'attribution des budgets. Non, comme il n'y a pas eu de misère non plus avec les négociations de conventions collectives. Tout va bien. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que M. Trump admire autant le président russe. Hein, je pense c'est tout trop le rondement. Pas d'opposition. Pas de démocratie, pas d'opposition. Ça va bien. Le seul opposant, là, Navalny... Alexei Navalny, qui était en colonie pénitentiaire, a disparu, d'ailleurs, dans les derniers jours. Je pense pas que c'est parce qu'ils l'ont laissé sortir. Ouais. Non. Je veux dire ça comme ça. Non, c'est pas parce qu'on rigole que c'est drôle, effectivement, en Russie. Hein, non, mais c'est la force d'une dictature. Là. Tu fais ce que tu veux. Comme là, ils changent l'économie pour une économie de guerre. Il n'y a pas de débat parlementaire, puis il n'y a pas d'heure de discussion, puis il n'y a pas un négocié comme Biden là, qui négocie avec le Congrès. Il n'y a rien de ça. Là. Voilà, mais ça fait aussi qu'on n'entend pas ces gens qui sont probablement en train de vivre toutes les horreurs de tout ça, incluant les conscriptions qui se sont effectuées dans le pays. Hein, ces 315 000 soldats-là qui sont décédés. Mais c'est des enfants, c'est des pères, c'est des frères, etc. Bref, aujourd'hui, pour être capable de rivaliser avec cet effort de guerre russe, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, était sur place à Washington, est arrivé pour encore une fois parler au Congrès qui est de plus en plus divisé par rapport à l'aide qui est apportée à l'Ukraine. Parce qu'on a engagé jusqu'ici là, quelques 110 milliards de dollars, 110 milliards depuis le début de l'invasion, et on est censé envoyer une nouvelle enveloppe de 61 milliards de dollars supplémentaires pour que l'Ukraine soit capable de tenir tête à la Russie. Le problème, c'est que dans le camp républicain, on est de plus en plus divisé. Là. Il y a ces membres MAGA, là, la frange plus extrême là, du Parti républicain qui
qui suit Donald Trump à la lettre et qui s'oppose catégoriquement à envoyer plus d'aide à l'Ukraine. Là. Eux sont plutôt pour qu'on applique tout cet argent-là à la frontière sud des États-Unis, là où on a des problèmes Puis t'as une partie du Parti républicain qui est comme dans un compromis entre les deux. Ils disent, nous, on serait prêt à donner une aide internationale, mais à condition qu'on s'occupe aussi de la frontière sud. Là. Comme une espèce de position à cheval entre les deux, compromis entre les deux. Et là, on est quand même dans une course contre la montre parce que d'ici vendredi, on doit s'entendre sur le budget américain qui inclut justement cette enveloppe-là de plusieurs dizaines de milliards de dollars à l'Ukraine. S'il n'y a pas d'entente, on pourrait retomber dans une situation de ce qu'on appelle aux États-Unis le shutdown, où ni plus ni moins le gouvernement doit fermer parce qu'on est incapable de s'entendre. Ça non plus, ce ne serait pas une très bonne situation, ni pour les États-Unis, ni pour l'Ukraine. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.